Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux, c'est formidable, je crois que par rapport à tout ce qui s'est dit sur la continuité des ouvrages d'art, là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de jeunes, on a des anciens, on a sûrement des choses à se dire au cocktail, des échanges de point de vue d'expérience. J'espère que là, ce débat qui s'ouvre, qui s'appelle, qu'on a intitulé « Avenir du pont Albert Loup, l'exploration des possibles », je pense que je vous inviterai, si vous avez des idées, des réflexions à faire, à ne pas hésiter à prendre la parole pour qu'on échange tous ensemble. Je tenais aussi à remercier au nom de l'organisation la présence de monsieur le sous-préfet qui nous a rejoints, qui nous fait l'honneur de sa visite, qui a répondu à notre invitation. Et n'hésitez pas, monsieur le sous-préfet, si vous souhaitez intervenir, évidemment, c'est avec grand plaisir. Et alors peut-être, je ne sais pas vous, mais moi, ce matin, j'ai trouvé que c'était totalement foisonnant. Le mot de foisonnement a été utilisé, je crois, sur les aciers, mais je trouve qu'on a eu des présentations techniques, historiques, des présentations exploratoires qui nous ont donné, on a pris de la hauteur aussi, sur des exemples venus d'ailleurs, sur la multiplicité des usages, la présentation d'Arnaud sur la thématique de triptyque abandon, réemploi, patrimonialisation, pardon, c'est dur à dire, des infrastructures de mobilité. J'ai trouvé ça passionnant, on est en plein cœur du sujet. Et je voulais juste faire un petit point, une petite synthèse à destination de tous, parce que ça fait longtemps qu'on est là, mais aussi peut-être à destination de monsieur le sous-préfet qui nous a rejoint un peu plus tard pour faire finalement les éléments clés qui ont été développés ce matin. On a vu à travers l'histoire de l'ouvrage, on l'a suivi même avant sa naissance à travers l'existence des bacs, on a vu des photos, c'était fantastique de voir ce qui s'était passé avant. On a vu toute la construction de l'ouvrage et on s'est aperçu finalement de l'intérêt patrimonial et technique de l'ouvrage. Alors, il y a eu un record du monde de portée à l'époque, des ponts en béton. Alors je crois que, d'ailleurs, Freycinet avait battu son propre record à l'époque. Il battait son propre record, un peu comme Usain Bolt sur le 100 mètres. Et là, on avait atteint 186,4 mètres. Alors, je ne sais pas combien de temps ce record a tenu, mais peut-être quelques années ou plus. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est Freycinet qui a battu son propre record. Non, d'accord, c'est 20 ans après. Ça a quand même tenu 20 ans. Et on a pu voir donc les exploits techniques, l'application du cintre en bois magistral, je ne sais pas si on pourrait le revoir, mais c'est quelque chose de fabuleux, un cintre unique pour construire toutes les arches, déplacé sur des barges en béton, les naissances de l'arc du cintre étaient positionnés sur des barges qu'on pouvait déplacer d'une arche à l'autre pour pouvoir la construire. Il y a eu cette compréhension et cette maîtrise des déformations différées du béton à grande échelle. Alors c'est pour les spécialistes, mais c'est un impact aussi sur le développement mondial de ces technologies, donc le retrait et le fluage, et la démonstration que la compression permanente du béton était possible. Alors ça c'est pour le point de vue technique. On avait aussi vu le Blondin. Le Blondin, c'était l'espèce de téléphérique qui avait été construit sur chaque rive, relié par un câble, et on l'a peut-être pas vu ici, mais voilà, c'était le seul moyen d'acheminer les gâchets de béton, une par une. Je crois que c'était 2 mètres cubes à peu près par gâchet qu'on pouvait déplacer le long de ce Blondin. Il y avait un pilote dans sa petite cabine, et puis il venait déposer sur le coffrage ces gâchets de béton. Voilà, il faisait des allers-retours non-stop, et ça c'était aussi un exploit et une innovation. Donc je crois qu'ici tout le monde est convaincu, les experts qui sont là, le public aussi je l'espère, de l'extrême importance de conserver ce pont Albert Loup. On a revu la vie et l'œuvre d'Eugène Freycinet, le génie, la créativité française. Eugène Freycinet qui est très connu du monde du génie civil et de la construction, mais qui est relativement inconnu, voire totalement inconnu de la majorité du grand public. Et conserver ce pont, ça permettrait probablement de maintenir cette mémoire et pourquoi pas développer encore l'aura de ce génie français et léguer aux générations futures ce monument de notre patrimoine. Alors ça tombe bien qu'on veuille le conserver puisque il se trouve que les fondations et les 3 arches de l'ouvrage sont en bon état de conservation.
Et uniquement, ça a été redit, le tablier présente des pathologies liées à la corrosion des armatures. Et ça tombe encore mieux, c'est que même ces pathologies-là, on l'a vu à travers l'exposé de Christian et d'Eugène, que toutes les techniques et tous les matériaux étaient disponibles pour réparer ces pathologies-là qui, je ne suis pas du tout un expert, mais il ne me semble pas que ce soit des pathologies qui soient hors du commun. Mais alors, donc on a tous les éléments, on est convaincu que l'ouvrage a un fort intérêt patrimonial technique, on a toutes les techniques existantes imaginables pour pouvoir le réparer, Eugène disait, à moindre frais. En revanche, et ça a été redit par plusieurs intervenants, et notamment par Arnaud, c'est très important d'imaginer de pouvoir trouver des nouveaux usages à cet ouvrage. Sur les trois options, abandon, réemploi et patrimonialisation, je pense que c'est les deux dernières, c'est un mix entre les deux dernières qu'il faudrait trouver, hein, entre le réemploi et la patrimonialisation, je ne vais pas y aller. Du coup, ce qu'on voulait vous exposer maintenant, et avec votre participation si vous le voulez bien, c'est d'imaginer, explorer les possibles à travers d'autres exemples que des experts vont nous montrer maintenant, sur des exposés un peu plus courts, des exposés qui vont être ouverts, qui vont vous donner de la matière à réfléchir. Imaginez quels pourraient être des usages complémentaires au futur. Alors je crois que ce pont Albert-Loop est quand même très utilisé, hein, en tout cas peut-être plus les week-ends qu'en semaine, mais les vélos, les promeneurs viennent le traverser, les joggers ici, c'est un point de vue, hein, c'est un belvédère sur la rade. Donc il y a quand même du monde, hein, qui vient dessus. Et du coup, voilà, on va explorer ça. Et je voudrais, pour commencer, si vous le voulez bien, on va aborder le thème de la biodiversité. Alors ça peut vous paraître un peu inédit, mais vous allez voir qu'il se fait des belles choses sur les ouvrages en termes de biodiversité. Et ensuite, on parlera vraiment des nouveaux usages, l'exploration à travers l'architecture et les usages possibles et imaginables. Alors, je remercie Corentin Johanneau du bureau d'études OGE de bien vouloir venir nous faire un petit exposé sur la biodiversité. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, le but de mon intervention, en fait, c'est de vous démontrer que le béton n'est pas forcément incompatible avec la biodiversité. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que tous les ouvrages verts, de manière générale, et les ponts plus précisément, sont aussi des micro-habitats pour certaines espèces animales, notamment les chauves-souris, les chiroptères. En effet, elles vont pouvoir trouver des infructuosités et des disjointements au niveau des corniches, des arches, des joints de dilatation, etc., qui vont créer en fait des qualités artificielles favorables à l'établissement de colonies de parturition de misba, de reproduction, et des colonies aussi d'hibernation. Et ça peut également constituer aussi des gîtes ponctuels diurnes pour certaines espèces. Voilà. Donc si on prend l'exemple du pont Albert-Loop, plusieurs techniques de génie écologique et de génie végétal peuvent être mises en place pour faire en fait du pont un support de biodiversité. En termes d'exemple, par exemple, on pourrait imaginer une végétalisation verticale, donc une végétalisation de certaines structures verticales via la mise en place de grimpantes ou huiles, comme du lierre, etc., qui pourrait également aussi créer des habitats de reproduction, et notamment des zones de nidification pour certaines espèces d'oiseaux. On peut également envisager une végétalisation horizontale, donc sur le tablier, par exemple avec la mise en place d'une bande prairiale associée à une haie arbustive. Donc il faut imaginer vraiment une petite prairie en fait avec piquetée de buissons, avec quelques blocs de pierre, etc., qui pourrait en fait créer tout simplement entre guillemets une autoroute pour la faune. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Lornes représentent actuellement en fait une barrière écologique naturelle. Certaines espèces peuvent passer d'un point à l'autre des deux communes, donc Plougastel d'Aoulas au sud et le relais Kéruon au nord du coup, mais d'autres espèces ne peuvent pas traverser. Du coup c'est trop étendu et certaines espèces ont besoin d'éléments structurants pour pouvoir évoluer dans un tel milieu ouvert, notamment les chauves-souris. Le fait de mettre en place une prairie, une haie sur tout le linéaire du pont permettrait en fait de faire du pont Albert-Loop le plus grand passage à faune d'Europe, pour une longueur d'environ 900 mètres. Voilà. Après, ce sera également un support d'habitat pour plusieurs espèces aussi bien communes
protéger, voire menacer. Donc encore une fois les chauves-souris. Ça peut être aussi un support d'habitat pour les reptiles, donc, notamment le lézard murat qui affectionne particulièrement ce type d'infrastructure. Ça peut être également un support d'habitat pour, encore une fois, les oiseaux, avec la mise en place de haies qui vont créer des conditions favorables à la nidification des espèces les plus communes. D'autres techniques peuvent être aussi mises en place, notamment avec l'ajout de gîtes artificiels. Donc, vous pouvez imaginer l'implantation en fait, au sein même des structures béton de nichoirs. Donc, je pense notamment à des nichoirs dédiés aux hirondelles, aux martinets, ou à des petits passereaux plus communs comme le moineau domestique, etc., qui sont des hôtes réguliers des ponts. Donc il y a des très bons retours d'expérience sur ce type de mesures, avec notamment des réussites en termes de nidification sur différents ouvrages à l'échelle nationale. Une autre mesure consisterait aussi également au niveau des piles qui sont soumises à immersion avec le battement lié au marée, c'est d'installer en fait à la base de cette pile des frayères artificielles pour les poissons et des zones de nurserie aussi pour tout ce qui est crevettes. Voilà. Donc du coup, il faut imaginer que certes c'est du béton, mais que le béton peut avoir aussi un attrait particulier pour différentes espèces animales, voire végétales, du moment qu'en fait on leur met à disposition des micro-habitats favorables. Voilà. Donc c'est des mesures qui sont régulièrement réalisées en France, alors pas forcément à aussi grande échelle, donc là ce serait vraiment une première pour ce pont si cet usage-là est retenu du coup, mais ça laisse de belles perspectives par la suite, et notamment avec des suivis qui peuvent être mis en place par la suite pour vérifier la pérennité des aménagements et des mesures qui peuvent être mises en place. Voilà. Corentin, c'était très court mais très intense et je trouve qu'on voit le pont Albert Lhomme d'une autre manière là, quand on l'imagine comme un havre, un refuge pour la biodiversité. Merci beaucoup. Alors on va explorer d'autres usages possibles à travers les témoignages de Cécilia Amor et Thomas Lavigne du cabinet d'architecture Lavigne-Chéron qui vont avoir un discours très complémentaire. Nous parlons à la fois d'architecture, de mobilité, d'aménagement. Et je vous laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui veut commencer. Allez-y, Cécilia. Bonjour. Donc nous sommes architectes et nous sommes spécialisés dans des ouvrages d'art depuis pas mal de temps maintenant. Presque 40 ans, on a fait ça. Voilà. Donc quand Patrick m'a parlé de la révalorisation de ces magnifiques ouvrages, et déjà je les remercie de nous avoir invités aujourd'hui. Et très rapidement, on a imaginé, ça y est, ça fuse, non? On a commencé à imaginer plein de choses sur un ouvrage aussi beau qui a été record du monde. Donc déjà, l'ouvrage, il est inscrit dans un paysage d'exception qui est la rade de Brest et les Lornes. Et donc, ce pont est aussi un fantastique monument pour ces paysages. Donc, pour moi, il y a une correspondance entre les paysages magnifiques et aussi la chance qu'il y a les paysages d'avoir donc cet ouvrage. Donc, qu'on fait, quoi. Voilà. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que bien sûr le pont, c'est une connexion de la intercommunalité et c'est un point de lien qui a été donc démontré par les différents exposés. Donc pendant des années, très durement, les habitants ils passaient comme ils pouvaient, d'un côté à l'autre. Et de ce fait, le pont de Plougastel est une part de l'histoire des habitants du territoire. Il est tout près de la plage du Moulin. Et aujourd'hui, donc il faut savoir que Plougastel fait partie de la communauté urbaine brestoise. Donc les liens est nécessaire. Et dans les projections d'études du territoire, donc les études pour 2040 urbaines, de développement de territoire, la reconquête du bord maritime
est présente. Et donc la connexion avec la plage du Moulin et les ports de Plaisance est là. Et donc on voit bien la proximité et comment le pont de Plougastel peut aussi jouer un rôle d'attirance et d'éléments majeurs dans les paysages qui va créer donc toute une dynamique dans les usages, dans les promenades, dans les mobilités, autant de loisirs et touristiques. Voilà. Donc les ponts lui-même, quand on se rapproche du pont, on peut admirer la magnificence. Donc moi j'ai dit quelle est la limite entre l'usage et les symboles en fait. Et donc c'est là qu'on imagine aussi que ça peut servir de base pour la connaissance de ces merveilleux ingénieurs qui nous a tant donné, qui est Eugène Freycinet. Et donc tout à l'heure j'entendais justement la conservation de la barge qui a passé. Il y a les stations qui a été conservées. Donc on pourrait très bien imaginer, il faut imaginer que dans les abords du pont il se passe quelque chose et sur le pont il se passe quelque chose. Et donc là, on peut imaginer donc une découverte des œuvres des jeunes Freycinet et là on serait dans de l'intérêt interrégional puisque les étudiants de collèges, des lycées, des écoles d'ingénierie pourraient venir expressément pour découvrir l'œuvre de Freycinet. Aujourd'hui, dans tous les collèges, dans tous les lycées, il y a des enseignements obligatoires des technologies des constructions du pont et des sciences de l'ingénieur. Voilà, je passe. Alors ce pont, c'est la rencontre d'une structure et d'un paysage. Hein. C'est vrai que l'endroit est magnifique et ce pont magnifie le site. Et c'est pas un seul pont maintenant, c'est deux ponts. Donc le pont Albert Loup et le pont d'Iroise. Le pont d'Iroise, donc, c'est les circulations aujourd'hui automobiles. Et le pont Albert Loup, c'est maintenant les circulations douces et peut-être dans le futur encore d'autres mobilités qui vont l'emprunter. Et ces deux ouvrages, qui sont des ouvrages majeurs du Finistère, dialoguent. Alors sur la prochaine, voilà, ici on voit que dans le Finistère, vous avez la chance d'avoir d'autres ouvrages majeurs du génie civil français. On a eu la chance de travailler avec Michel Verlejeu sur le nouveau pont de Térénèse, qui a remplacé l'ancien qui a été démoli maintenant, qui est un ouvrage fantastique, hein, qui est une structure qui met en scène la rivière et le paysage. Et puis un exemple très intéressant de réhabilitation, c'est le pont de recouvrance que nous avons réhabilité, puisqu'il y avait un nouvel usage, le tramway est arrivé à Brest, et le tablier du pont ne permettait pas d'accueillir le tramway, et on n'avait pas la largeur suffisante, donc on a reconstruit un tablier, élargi pour les piétons et les cyclistes le tablier, et on a par contre conservé donc les pylônes d'origine de ce pont patrimonial. Donc le pont Albert Loup, c'est aussi un pont patrimonial. Donc on vous a amené ici quelques exemples de ponts qu'on fait aujourd'hui. On fait des ponts qui ne sont pas pour les voitures maintenant, qui ne sont pas des ponts automobiles, de plus en plus, puisqu'on est dans une politique zéro carbone, mais on a toujours besoin de traverser, n'est-ce pas? Donc ces ponts qu'on a donc conçus à l'agence, Thomas et moi, et c'est la passerelle, les ponts qui unira l'île Saint-Denis avec les villages des sportifs et avec Saint-Denis. Et donc ce pont est une place sur la Seine, c'est un pont planté, c'est une balade, il y a un escalier qui est parallèle à l'arche. Et donc voilà, on peut imaginer aujourd'hui vivre sur les ponts. La vie revient sur le pont. De même, on a réalisé les ponts Confluence d'Angers
Et c'est un arc sur la Maine. Et c'est aussi un pont dédié seulement au tramway, aux cyclistes et aux piétons. Et j'attire l'attention sur l'importance d'imaginer les abords des ouvrages, parce que pour monter sur un pont, il faut avoir envie de monter, en fait. Donc quand on est en voiture, bon ça va, on appuie sur l'accélérateur, tout va bien. Mais quand on est piéton et qu'on est âgé ou qu'on a des petits-enfants et qu'on a une poussette, etc., bah, il faut faciliter les choses, il faut que ce soit beau. Et donc voilà, ici on est allé jusqu'à la conception d'une place qui arrive sous les ponts, où il y a tous les parkings des vélos, où on va résoudre bien cet accès et cette continuité finalement de la ville sur les ponts. C'est ça l'objectif, non? Aujourd'hui, le pont Albert Loop n'est pas un pont urbain, donc il faut peut-être imaginer la continuité du territoire sur les ponts. Il faut avoir envie d'être dans la nature et dans les paysages. Donc, bien sûr, on n'a pas résisté à vous amener les ponts de Bordeaux, dans lesquels il y a eu aussi toute une réflexion. Aujourd'hui, les Bordelais sont contents, ils empruntent les ponts tous les week-ends, ils font du jogging. L'effort porté pour amener les piétons, pour créer des passerelles assez larges, même au moment de la conception, on a imaginé des îles au milieu. Il y a de toute façon des belvédères, des bancs. Donc, comment dire, il ne suffit pas simplement de donner une plateforme comme aujourd'hui, le pont Albert Loop. Il doit avoir les conditions pour accueillir les gens, pour être protégé du vent, et pour que vraiment ça devienne un lieu de vie. Voilà. Ce pont-là, il a été inauguré la semaine dernière. C'est le viaduc de la Mayenne, à Château-Gontier. Et là, on avait un site exceptionnel avec donc, la Mayenne à mettre en scène. Et on a réalisé une structure, on nous a demandé de faire un pont routier. Et on leur a finalement vendu une passerelle où l'arc devient un escalier, des emmarchements qui nous permettent en haut d'avoir un belvédère fantastique sur le paysage et sur la Mayenne. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les arcs. On peut marcher sur les structures, marcher sur les arcs, et ça ça plaît toujours à tout le monde. Et là, il y a 131 marches pour arriver là-haut. Donc je vous conseille d'aller en Mayenne quand vous pourrez. C'est un endroit magnifique et ça donne des idées forcément pour le pont Albert Loop. Et on fait du sport en même temps. Ça, c'est un ouvrage, on n'a pas travaillé dessus, mais c'est très intéressant. C'est un pont ferroviaire qui a été totalement réhabilité pour les piétons, les cyclistes. Et là, il y a eu carrément des espaces publics, des places, des gradins qui ont été aménagés sur une structure du 19e de l'époque de Gustave Eiffel. Et il a été totalement requalifié. Et c'est, je pense, aussi une réussite de réintervention sur un pont existant. Un très bel exemple aussi de reconquête d'un ouvrage d'art, c'est la High Line à New York. Et c'est vrai qu'il fallait plus, c'est une structure qui est en centre-ville, en plein Manhattan. Et les habitants, ils étaient ravis de se retrouver dans une structure en dehors du trafic automobile. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est les traitements formidables qui ont été portés et où on retrouve toutes sortes des expériences sur cette plateforme. Depuis, il y a des morceaux de mémoire, comme des voies ferrées, la végétalisation très bien ramenée, et donc des espaces de repos, des petits endroits pour un verre, etc. Et ici, donc, c'est le pont à Eiffel que donc, on a vu tout à l'heure. C'est une infrastructure aujourd'hui qu'on ne sait pas trop quoi faire. Les réflexions commencent pour habiter les ponts, pour amener peut-être des espaces, des équipements, comme une médiathèque ou des éléments des vies. Et pourquoi pas, on a envie d'être sur l'eau. C'est un balcon, c'est un merveilleux espace. C'est un peu magique quand même, revenir sur un pont.
Et donc voilà, donc, de notre point de vue, c'est une chance, je pense que c'est une évidence après tout ce qu'on a vu, que c'est une chance pour ces côtés finalement de la rade, c'est un rééquilibrage, c'est un point de vue. C'est le pont Albert Loop qui ferme un peu la boucle, qui nous ramène à Plougastel. Et donc, pour terminer, la phrase de Eugène Freycinet, au point de vue architectural, je reconnais que c'est de beaucoup les mieux réussis de mes ponts. Les paysages sublimes lui fait un cadre merveilleux, mais le pont est à l'échelle non des faits humains, mais de ceux de la nature. Donc, voilà. Merci.